Et si, pour la première fois de l'histoire, l'Afrique plaçait l'Occident sur le banc des accusés pour terrorisme d'État, avec des preuves irréfutables? Cette question, qui aurait semblé relever de la pure spéculation il y a encore quelques années, est aujourd'hui une réalité tangible. Le 18 septembre 2025, à 9h30 du matin, heure d'Europe centrale, l'Alliance des États du Sahel, composée du Mali, du Niger et du Burkina Faso, a déposé à La Haye une plainte d'une ampleur inédite contre la France et l'Ukraine devant la Cour internationale de justice. Au cœur du dossier, 847 pages de preuves classifiées, authentifiées par plusieurs services de renseignement internationaux, dont ceux de la Russie, de la Chine et de certains pays africains. Ces pages recèlent une compilation méticuleuse de documents explosifs, interceptions de communications, relevés de transactions financières, rapports d'opérations secrètes et analyses croisées des renseignements de terrain. Jamais un dossier n'avait été aussi exhaustif et minutieux pour accuser des puissances occidentales de terrorisme d'État. L'accusation est directe et sans ambiguïté. Selon l'Alliance du Sahel, la France et l'Ukraine ont sciemment financé, armé, formé et coordonné des groupes terroristes opérant dans la bande sahélienne pendant de longues années. Les faits allégués couvrent plusieurs décennies de violences systémiques, de destructions économiques et d'instabilité politique chronique. Les États plaignants réclament 12 milliards 700 millions de dollars de réparation pour les milliers de morts civiles, la destruction des infrastructures et la perte d'opportunités économiques pour des générations entières. Jamais, dans l'histoire du droit international, l'Occident n'avait été visé par une offensive judiciaire aussi structurée ni confronté à des preuves d'une telle densité. Pour l'Afrique, il s'agit de bien plus qu'une question financière. C'est une bataille pour la souveraineté juridique, la mémoire des victimes et surtout une chance historique de rééquilibrer l'ordre international. Pour comprendre l'ampleur de cette offensive judiciaire et les motivations profondes derrière la stratégie des plaignants africains, il faut replacer l'affaire dans son contexte historique et analyser les méthodes utilisées pour constituer un dossier aussi explosif. Comment l'Alliance des États du Sahel a-t-elle pu rassembler autant de preuves contre deux puissances occidentales réputées pour leur maîtrise du secret? La réponse réside dans une coopération internationale sans précédent, mobilisant des ressources humaines, technologiques et diplomatiques issues de multiples horizons. Les services de renseignement russes ont infiltré des réseaux français, pendant que la Chine mobilisait ses capacités de surveillance électronique pour intercepter des communications stratégiques. Les services africains, quant à eux, ont infiltré des groupes terroristes pour récolter des témoignages et documenter les liens opaques entre les commanditaires et les exécutants. Ce n'est pas un simple litige, ni même une querelle diplomatique. C'est une rupture radicale dans l'ordre mondial hérité de la décolonisation. Pour la première fois, des États africains accusent des puissances occidentales de terrorisme d'État devant la plus haute instance judiciaire internationale. Le précédent est colossal. Pour rappel, la Cour internationale de justice avait déjà traité des affaires de génocide, de crimes contre l'humanité ou d'agression, mais jamais une accusation de ce type visant des États occidentaux pour des actes de terrorisme par procuration n'avait franchi le seuil du tribunal. Les avocats de l'Alliance s'appuient sur plusieurs piliers du droit international. La Charte des Nations Unies, notamment son article 2, paragraphe 4, qui prohibe le recours à la force et toute menace contre l'intégrité territoriale d'un État. La Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, qui interdit explicitement l'organisation, le soutien ou le financement d'actes terroristes. Et enfin, le droit coutumier, qui impose à chaque État la responsabilité de ne pas permettre que son territoire ou ses ressources servent à commettre des actes de violence contre d'autres nations. Mais ce qui ébranle véritablement les capitales occidentales, ce sont les preuves. Communications interceptées entre responsables militaires et groupes armés, virements bancaires internationaux dissimulés via des paradis fiscaux, contrats d'armement camouflés sous des sociétés écrans et rapports détaillés sur les conséquences humaines de chaque opération secrète. Les enquêteurs ont même pu reconstituer les chaînes logistiques reliant discrètement les arsenaux occidentaux au terrain d'opérations terroristes dans le Sahel. Prenons un exemple concret. L'opération Barkhane.
Officiellement, il s'agissait d'une mission militaire française destinée à lutter contre le terrorisme dans la région. Mais selon des dossiers confidentiels, la France aurait orchestré, dans l'ombre, des attaques ciblées, non pas pour éradiquer les groupes armés, mais pour justifier la prolongation de sa présence militaire et conserver un accès privilégié aux ressources stratégiques du Sahel. Des transferts bancaires totalisant 47 millions d'euros, soit plus de 50 millions de dollars, ont été identifiés, transitant par des comptes offshore en Côte d'Ivoire et au Luxembourg. Cet argent aurait servi à l'achat d'armes, de véhicules tout-terrain et au financement d'opérations de déstabilisation. Les conséquences sont effroyables. Selon les archives présentées, 2347 civils auraient péri lors d'attaques planifiées. Plus de 100 écoles et hôpitaux auraient été détruits ou endommagés, et des infrastructures vitales, routes, ponts, marchés, auraient été systématiquement ciblées, aggravant l'effondrement économique régional. Ces chiffres sont corroborés par des ONG indépendantes, telles qu'Amnesty International et Human Rights Watch, qui avaient déjà alerté sur la montée des violences contre les populations civiles du Sahel. Du côté ukrainien, l'accusation prend encore une autre dimension. Plus de 156 millions de dollars d'armes, de drones et de services auraient transité par des sociétés militaires privées basées à Kiev et à Odessa. Des documents douaniers, des numéros de série d'armes saisies et des factures d'achat relient directement ces matériels à des stocks militaires ukrainiens. Les preuves font état de transformation de drones civils en engins suicides, utilisés lors d'attentats contre des marchés et des rassemblements populaires. Des formations avancées auraient également été dispensées à des combattants irréguliers dans des camps clandestins situés entre la frontière du Niger et du Burkina Faso, multipliant l'efficacité des frappes et la létalité des attaques. Des interceptions de communication révèlent l'existence d'ordres stricts, éviter toute cible occidentale, maintenir la pression sur les gouvernements locaux et semer l'instabilité sans jamais compromettre les intérêts français ou ukrainiens. Cette stratégie s'inscrit dans une logique de guerre par procuration, où la violence sert d'instrument politique pour affaiblir des régimes jugés hostiles ou non coopératifs. Le tableau se noircit encore avec la mise au jour de joint-ventures logistiques. Des réseaux franco-ukrainiens et terroristes auraient collaboré à grande échelle dans le transport d'armes, le blanchiment d'argent via des sociétés écrans basées à Dubaï et la coordination d'opérations complexes sur l'ensemble du territoire sahélien. Un exemple frappant est l'opération dite « Eclipse », où un convoi de camions transportant des armes a pu traverser 3 frontières grâce à la complicité de fonctionnaires corrompus et de sociétés de transport affiliées à des réseaux criminels européens. Face à cette avalanche de preuves, la crédibilité de l'Occident comme garant de la paix et de la légalité internationale s'effrite jour après jour. Pour la première fois, l'Afrique impose sa propre version des faits devant la justice mondiale, risquant de bouleverser les fondements mêmes du droit international. Mais les révélations ne s'arrêtent pas là. L'audience prend une tournure dramatique lorsque la défense tente de discréditer les témoins clés, arguant de leur manque d'indépendance ou de leur supposée affiliation à des puissances rivales. Pourtant, plusieurs experts indépendants, issus d'universités américaines et européennes, valident l'authenticité des preuves et la méthodologie utilisée lors des enquêtes. Des membres du Comité international de la Croix-Rouge et d'anciens rapporteurs spéciaux de l'ONU sont même appelés à la barre pour attester de la réalité des exactions documentées. Ce séisme judiciaire atteint son paroxysme lorsque, après des semaines de débats, la Cour internationale de justice déclare officiellement la France et l'Ukraine coupables de terrorisme d'État. Ce verdict, inédit dans l'histoire contemporaine, suscite la stupeur dans les chancelleries occidentales et provoque une onde de choc jusque dans les rues de Bamako, de Niamey et d'Ouagadougou. À Paris et à Kiev, la réaction ne se fait pas attendre. Les gouvernements nient en bloc, dénonçant un procès politique et une opération de déstabilisation orchestrée par Moscou et Pékin. Ils qualifient les preuves de « manipulation hostile » et lancent une vaste campagne de communication de crise relayée par les plus grands médias d'Europe et d'Amérique du Nord. Les chaînes d'information minimisent la portée du jugement, insistent sur la soi-disant faiblesse des preuves et mettent en avant la partialité présumée de la Cour. Dans les débats télévisés,
des experts occidentaux multiplient les interventions pour dénoncer ce qu'ils appellent une attaque contre les fondements du droit international. Ils brandissent le spectre d'une justice instrumentalisée par des puissances émergentes, faisant écho aux débats qui avaient agité l'Europe lors du procès de Nuremberg ou, plus récemment, lors de la reconnaissance du génocide rwandais. Mais ailleurs, l'ambiance est radicalement différente. L'Union africaine publie un communiqué solennel de soutien à l'Alliance des États du Sahel. La Russie, la Chine, l'Iran, le Venezuela, le Brésil et plusieurs autres membres du Sud global célèbrent la décision historique et proposent leur aide pour faire respecter l'arrêt. Dans de nombreuses capitales africaines, la population descend dans la rue pour célébrer ce qu'elle perçoit comme une victoire sur des décennies d'arrogance et d'impunité coloniale. Des juristes internationaux de renom, y compris certains issus de la Cour pénale internationale et de l'Académie de droit international de La Haye, valident la solidité des preuves. Ils parlent d'un précédent révolutionnaire, d'un basculement dans l'histoire du droit international. Pour la première fois, des États du Sud imposent leurs règles et somment l'Occident de rendre des comptes devant une instance mondiale. Les conséquences potentielles sont vertigineuses. Certains spécialistes évoquent une révolution jurisprudentielle. Désormais, toutes les victimes de guerre par procuration pourraient exiger justice et réparation devant la Cour internationale de justice. On murmure déjà le chiffre de plusieurs milliards de dollars d'indemnités, de nouveaux procès pour terrorisme d'État et d'une réforme en profondeur des grandes conventions internationales. Des ONG africaines, telles que la Coalition pour la justice globale, travaillent à l'élaboration de dossiers similaires concernant d'autres régions du monde, comme la Libye, la Syrie ou la République centrafricaine. Face à cette nouvelle donne, les gouvernements occidentaux s'interrogent. Leur hégémonie juridique et diplomatique est-elle en train de vaciller? La question n'est pas anodine. Si la France et l'Ukraine devaient s'acquitter des 12 milliards 700 millions de dollars exigés, un précédent serait créé, ouvrant la voie à une multitude de plaintes venues du Sud global. Certains diplomates américains évoquent même le spectre d'une refonte totale de l'architecture de la justice internationale, avec la création de nouvelles institutions, plus inclusives et plus représentatives des réalités géopolitiques actuelles. Mais la victoire judiciaire ne garantit pas, à elle seule, l'application effective du jugement. L'histoire regorge d'exemples où des verdicts internationaux sont restés lettres mortes, faute de volonté politique ou de moyens de coercition. Rappelons le cas du Nicaragua contre les États-Unis dans les années 80, où la Cour internationale de justice avait condamné Washington pour intervention illégale, sans que les réparations soient jamais versées. Ou encore, plus récemment, les difficultés d'application des décisions concernant la Palestine ou le Sahara occidental. Dans l'attente de l'exécution du jugement, chaque camp affûte ses stratégies. Les États du Sahel mobilisent la société civile, les ONG et les réseaux diplomatiques pour obtenir le gel d'avoirs français et ukrainiens à l'étranger, en attendant le paiement des réparations. Ils multiplient les démarches auprès de l'Union africaine, de la Ligue arabe et du mouvement des non-alignés pour renforcer la pression internationale. Des campagnes de sensibilisation sont lancées sur les réseaux sociaux, utilisant des hashtags comme « Justice pour le Sahel » ou « Fin de l'impunité ». En face, la riposte occidentale s'organise. Paris et Kiev cherchent à mobiliser leurs alliés au sein du Conseil de sécurité de l'ONU pour tenter de bloquer l'application du jugement. Des négociations discrètes s'ouvrent avec certains pays africains pour limiter l'ampleur des sanctions ou obtenir un étalement du paiement des réparations. Des think tanks européens publient des rapports alarmistes sur les risques d'une fragmentation du système international et la montée des justices parallèles. Pour l'Afrique, cependant, le signal est clair. Elle n'est plus une simple victime silencieuse de l'histoire. Elle endosse désormais le rôle d'accusatrice sur la scène mondiale, portée par une nouvelle génération de juristes, de diplomates et de militants numériques. Ce basculement atteint son apogée lorsque l'Alliance des États du Sahel engage, devant la Cour internationale de justice, une procédure contre la France et l'Ukraine pour terrorisme d'État et crimes de guerre. Ce n'est plus une simple dénonciation, mais une offensive juridique déterminée, orchestrée par une équipe d'experts africains, russes et chinois,
unis par un professionnalisme inattaquable. Jamais le Sud global n'avait connu une telle cohésion ni fait un usage aussi stratégique du renseignement et du droit international. Les preuves accumulées sont écrasantes. Des centaines de pages de rapports classifiés, des relevés bancaires, des interceptions de communication, ainsi qu'un recensement minutieux des victimes et de l'impact économique. Cette accumulation rend toute tentative de déni ou de manipulation impossible et inspire d'autres mouvements similaires à travers le continent. Ce procès marque un tournant historique dans l'ordre juridique mondial. Pour la toute première fois, la définition du terrorisme et de la légalité n'est plus un monopole occidental. L'État africain s'impose comme architecte d'une jurisprudence nouvelle, ouvrant la voie à un droit véritablement décolonial. Ce précédent n'ébranle pas seulement la France ou les pays du Sahel, il adresse un signal puissant à l'ensemble du Sud global. L'impunité occidentale recule, laissant entrevoir la justice comme une issue réelle, et non plus comme un mirage lointain. La jeunesse africaine joue un rôle décisif dans cette montée en puissance. Maîtres du numérique, créateurs de contenus viraux et influenceurs sur les réseaux sociaux, les jeunes mobilisent technologie, droit et alliances internationales pour réclamer justice, réparer des siècles de domination et imposer leur voix à la table mondiale. Des plateformes de crowdfunding sont lancées pour financer des campagnes de sensibilisation, des podcasts expliquent les enjeux du procès en plusieurs langues locales, et des groupes de réflexion rédigent des manifestes pour une justice internationale plus équitable. Mais l'enjeu dépasse largement les milliards de dollars de réparation. Manquer ce rendez-vous, ce serait condamner l'Afrique à de nouvelles décennies d'impunité, de manipulation souterraine et de domination géopolitique. Ce qui se joue ici, c'est la dignité et la justice pour des millions de civils africains, aujourd'hui et pour les générations à venir. À titre d'exemple, dans les années 70, le procès de l'apartheid en Afrique du Sud avait ouvert la voie à la reconnaissance internationale de la lutte anticoloniale. Aujourd'hui, ce procès contre la France et l'Ukraine pourrait devenir le point de bascule d'une ère nouvelle, où le Sud global s'affirme comme acteur majeur du droit international. La Cour s'apprête à trancher. Chaque pays du Sud retient son souffle, scrutant l'issue de ce procès qui pourrait changer l'ordre mondial. Des questions cruciales restent en suspens. La justice osera-t-elle franchir le pas ou cédera-t-elle sous la pression des puissances établies? Va-t-elle ouvrir la voie à une réforme des institutions internationales ou se contenter d'un verdict symbolique? Ce n'est plus un simple procès. C'est un signal mondial. La justice internationale s'émancipe, sans maître ni privilège. Ce procès s'inscrit dans la lignée des grands basculements de l'histoire, à l'instar du procès de Nuremberg après la Seconde Guerre mondiale, ou de la reconnaissance du génocide arménien par certains États. Il marque l'entrée de l'Afrique dans le panthéon des acteurs décisifs de la justice globale. Le 18 septembre 2025, tout bascule. Pour la première fois, l'Alliance des États du Sahel attaque la France et l'Ukraine devant la Cour internationale de justice, les accusant de terrorisme d'État. Ce n'est pas qu'une affaire d'argent ou de diplomatie. Il s'agit d'exposer la vérité sur des décennies de violences dissimulées, de manipulation et de souffrances étouffées. Derrière la somme de 12,7 milliards de dollars, il y a la mémoire de millions de civils africains, trop longtemps ignorés, qui réclament enfin justice à la face du monde. Ce jugement bouleverse l'ordre établi. Pour la toute première fois, le droit international ne protège plus seulement ceux qui l'ont forgé, mais s'ouvre à ceux qui en ont été victimes. L'Afrique ne se contente plus de dénoncer, elle agit. Elle poursuit, preuves classifiées à l'appui, ces anciens colonisateurs pour crimes de guerre commis ici et maintenant. Ce renversement de perspective est historique, à l'image du procès de Tokyo qui avait jugé les crimes de guerre commis en Asie-Pacifique, ou de la création du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie dans les années 90. Aujourd'hui, votre voix compte. Votre engagement, votre partage peuvent tout changer. Ce n'est ni un slogan, ni un geste symbolique. Faire entendre ce procès, c'est refuser que la justice reste l'apanage de quelques puissants. C'est exiger que chaque crime soit jugé, quel qu'en soit l'auteur ou le lieu. En partageant cette histoire, en la diffusant sur les réseaux sociaux, en interpellant vos élus
et en soutenant les initiatives citoyennes pour la justice globale, vous contribuez à briser le silence et à écrire une nouvelle page de l'histoire. Nous sommes à la croisée des mondes. L'avenir du droit international, la protection des civils, la souveraineté des nations africaines se jouent ici et maintenant. Briser le silence, c'est écrire l'histoire. Saisissez ce moment. Parlez, partagez, exigez des comptes. La justice internationale commence aujourd'hui. Elle n'appartient plus à personne. Elle est désormais l'affaire de tous.